C'était mal fait, je crois. Non, vas-y, refais-le. Mais c'est comment, comme ça Comme tu veux, comme ou tu comme veux. ça? Comme tu veux, à ton style. Ça y est, nous y sommes. Comment que c'est la série dédiée au mouvement sportif du département du 57, la Moselle. À travers cet échange, vous allez découvrir une personnalité qui vous révélera comment le sport est un élément moteur au quotidien. Comment que c'est brut et c'est sans filtre et c'est avec Jeanne Leher, triathlète franco-luxembourgeoise qui participera cet été aux Jeux Olympiques Paris 2024. Comment que c'est Jeanne Leher? Ça va, merci. Jeanne, tu arrives tout droit d'un pays lointain qui était Abu Dhabi. Ça s'est bien passé ta course? C'était génial. Non, malheureusement, on n'a pas eu de course pour 2-3 gouttes de pluie. Très frustrant d'être allé là-bas pour rien. Mais bon, moi, je suis contente. J'ai quelques jours à la maison maintenant pour me remettre d'aplomb. D'ailleurs, ça tombe bien, tu rentres à la maison, tu rentres pas souvent à Metz, on ne te voit pas souvent, donc c'est un privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi, je voudrais un petit peu revenir sur ton parcours, ta carrière, ta jeune carrière. Donc, comment ça se fait? Comment on débute au triathlon? Moi, en fait, j'ai juste suivi les traces de mon père. Ça a toujours été un sportif. Moi, j'ai toujours été une pile électrique aussi. Et il m'a mis à la natation très tôt, à 5 ans du coup, je pense. Et j'ai fait mon premier triathlon à 6 ans, sans me dire c'est bon, c'est mon sport, parce que j'ai fait beaucoup d'autres sports, de la gym, du tennis, de la danse, enfin un peu de tout. Mais j'avais toujours la natation, en vrai, j'étais obligée de nager, parce que j'aimais pas trop à l'époque. Donc je nageais et j'avais le droit à un autre sport. Et plus je faisais des petites compètes de triathlon, l'aquathlon de Vittel, le triathlon de Metz, ou les trucs un peu dans les environs, quoi. Et j'ai bien accroché et nous voilà quasi 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, bon, on y reviendra par rapport justement à ce parcours-là. Bien sûr, donc tu es né en 96, tu as bientôt 28 ans, le 30 mars. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Championne de France en 2011, championne de France en triathlon junior. 2012, tu as des titres nationaux. Je pense que tu t'en souviens même plus de tout ça. Je crois là, c'était aquathlon et duathlon. Voilà, et j'avais manqué le triathlon. J'avais fait 2-1-2. Exactement. 1, 2, 1. Donc ça veut dire que depuis très jeune, tu as du succès au triathlon. Non mais c'est vrai, depuis que tu es jeune, tu as du succès. Tu commences à 6 ans, comme tu dis, sur les traces de ton père. J'ai fini dernière mon premier triathlon, cela dit. C'est vrai? Ouais. Et tu t'en souviens encore? Mais c'est parce qu'il y en a qui avaient fait qu'un tour à vélo et moi j'avais fait les 2. Donc j'aurais peut-être pas fini dernière. Et donc, justement, tu as beaucoup de succès. Moi, ma question, c'est à cette période-là, est-ce que tu sais que tu vas en faire ton métier ou tu commences vraiment à tâter un petit peu et tu te dis, bon, j'ai fait comme mon père et puis on verra? Ah non, je sais pas à partir de quel âge. Peut-être, oui, peut-être à partir des premiers championnats de France, mais quand je suis toute petite, moi, comme je disais, je suis une pile électrique, je fais juste du sport parce que j'adore ça. Que ce soit ou du sport. Après, j'aime beaucoup la compète aussi, mais quand j'étais petite, oui, je faisais quelques sports. J'allais tout le temps à la montagne l'été, on faisait plein de randos. J'aime bien être dehors et tout ça. Donc, ouais, non, c'était pas dans une optique professionnelle du tout. À 10 ans, ce serait peut-être un petit peu bizarre. Même si c'est vrai qu'il y en a, c'est leur rêve. Moi, c'est pas que c'était pas mon rêve, mais je me projetais pas aussi loin. Je vivais le jour, un jour après l'autre. Et tu dis souvent que tes qualités premières, c'était la course à pied. Est-ce que c'est une qualité que tu as depuis jeune et qui a perduré ou c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure? Je pense quand même que je l'avais jeune, mais peut-être d'avoir un père sportif, déjà j'ai peut-être 2-3 trucs dans les gènes. Et ensuite, moi je courais partout, donc j'ai dû développer des trucs assez vite. Je sais pas si j'ai marché jeune, enfin genre mieux que la moyenne. Mais quand je voyais mon père aller courir quand j'étais petite, je disais je peux venir. Après il y a eu la phase un peu préadolescence où là j'étais non je ne viens pas avec toi. Et après je m'y suis remis un peu au collège quand il y a eu les premiers cross et c'est là où j'ai vu que c'était plus mon côté compétitrice parce que avec l'arrivée des championnats de France UNSS là je me disais j'ai envie de gagner quoi. Donc c'est là que je me suis un peu remis à courir, alors pas vraiment sérieusement parce que j'allais avec 2 copines du collège, on avait notre petite équipe UNSS et on se motivait le week-end à aller courir ensemble. Donc ça restait toujours dans le côté un peu jeu,
mais avec la petite idée de pourquoi pas aller gagner telle ou telle course. Il faut le rappeler, hein, tu es issu d'une famille, d'une grande et belle famille, donc tu es la dernière. C'est très important Oui, ce petit aspect de dernière. Donc tu as 2 grands frères, c'est bien ça? Une grande sœur et 2 grands frères. Et donc tu es la dernière, la toute petite dernière. Il fallait se faire voir. Et exactement. Donc je voulais savoir un petit peu, à ce moment-là, souvent les petites dernières, ils sont plus chouchoutés que les premiers, c'est faux? Non, bah, évidemment, par rapport à ma grande sœur, par exemple, j'ai eu un téléphone avant elle, mais tout ça, c'est des trucs de génération. Mais pour le coup, mes parents, je pense qu'ils me préfèrent parce que voilà, je suis exceptionnelle. Mais, J'adore. mais non, en vrai, ils nous aiment tous autant et on est hyper soudés. Et franchement, ouais, je pense que j'ai de la chance, que je m'en rendais pas forcément compte. Avant, pour moi, c'était normal qu'une famille, tout le monde s'aime et tout va bien. Mais c'est vrai que je vois en grandissant, je me rends compte que c'est pas forcément acquis. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance d'être dans la famille dans laquelle je suis. Mais c'est très intéressant parce que tu es quand même la dernière, mais le sport de niveau, tu es la seule à en faire. Bah après, c'est peut-être aussi des concours de circonstances, de personnalité. Ma sœur, bon, c'était plus les sports artistiques, elle a fait de la danse. Mes frères, en fait, c'est très cliché tout ça. Ma sœur fait de la danse, mes frères, c'était plus le foot. Il y en a un, il a des problèmes de genoux, pas les croisés, mais quand même des petits problèmes de genoux qui l'embêtent. Et l'autre, il fait toujours. Mais après, bah, c'est quand tu es au lycée, après, il faut faire des choix. Et lui, il a fait pharma et moi, j'ai fait du sport. Et bien évidemment, bon, ça t'a réussi, ça te réussit encore. 2015, c'est un petit peu l'apothéose. Je me souviens d'ailleurs, c'est à cette époque-là, on se rencontre en 2016, la toute première fois. Je pense qu'on se rencontre Attends, parce que c'est quand j'étais en STAPS, donc ouais, c'est 2015, en sortie de lycée. Hein. Exactement. Et là, tu obtiens, avec le relais mixte, avec l'équipe junior, Élite, excusez-moi, Élite. Je me souviens, c'était avec Vincent Louis, Audrey Merle et Dorian Coninx. Tu arrives, tu es championne d'Europe. En fait, je suis championne d'Europe, je suis vice-championne d'Europe junior parce que j'étais junior. Ouais. Donc le lendemain, j'ai ma qualif chez les grands pour le relais. Moi, j'étais presque dégoûtée parce que je m'étais dit mais avec les jeunes, on va gagner de sûr, et avec les grands, bah moi, je vais un peu faire une junior avec des élites, on va être nul à cause de moi. Et en fait, on gagne. Et donc l'équipe, c'était avec Simon Vien, Davidos et Michel Héron. Ouais. Et à la suite de ça, une semaine après, il y avait les championnats du monde et j'ai eu le droit d'y aller. Enfin, il manquait quelqu'un, donc ils m'ont appelé. Et du coup, on a regagné avec une équipe complètement différente. Donc, comme on disait, Vincent, Dorian, Audrey. Et ça a été un enchaînement d'une dizaine de jours. C'était extra. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 2015, justement, tu sors un peu de ton époque junior. Donc, c'est ta dernière année en junior. Tu arrives avec l'équipe de France, quand on parle de Dorian Coninx, excusez-moi, quand on parle de Vincent Louis, c'est le top. Les deux ont été champions du monde. Dorian, c'est celui en titre. Et Vincent, c'est celui qui avait un peu ouvert la voie pour les Français. Et pourquoi je te pose cette question, bien évidemment, c'est qu'est-ce qui s'est passé après 2016, 2017 2018. Ça a été un peu, pas le no man's land, mais pas loin. J'ai eu j'ai eu un peu des blessures, pas forcément à répétition, pas forcément des grosses blessures. J'avais pas l'impression, mais ouais, je pense qu'en fait, c'était des périodes où je devais me questionner, j'étais pas bien, l'environnement dans lequel j'étais, avec du recul, était pas bon pour moi. Et du coup, après, ça va pas, donc tu as des doutes. Quand tu as des doutes, tu cogites. Quand tu cogites, ça va encore moins bien. Et ouais, c'est vrai que là, je me rappelle même plus ce qui s'est passé. En 2016, je sais que j'ai eu le syndrome du TFL qui m'avait outé pendant quelques temps. En plus, c'était la transition U23 élite en sortie de junior. Donc, c'est souvent un moment un peu charnière, oui et non, mais en tout cas compliqué. Parce que c'est des courses complètement différentes entre les jeunes et les adultes, même si j'avais un peu l'expérience des Grands Prix. Mais d'ailleurs, je pense que les Grands Prix m'ont un peu sauvée. J'ai dû faire 2-3 résultats corrects, mais par rapport à ce que j'avais fait avant, c'est sûr qu'il n'y avait rien d'équivalent, quoi. C'était un peu. Mais moi, je reviens vraiment sur cette partie-là. C'est vrai que dans le sport en général, de passer en formation, mais en junior, et de passer en élite, c'est souvent un passage crucial, déterminant pour la poursuite d'une carrière. Et souvent, c'est à ce moment-là où il y en a qui échouent, malgré qu'ils ont des performances convaincantes en junior. Est-ce que toi, tu estimes qu'à cette période-là, tu as eu une remise en question, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir échoué le passage, du moins en 2015-2016, le passage de junior à élite?
Ouais, bah, c'est sûr que en tout cas, ça n'a pas été linéaire, on va dire. Parce que maintenant, je me souviens, la première course d'entrée de saison, je tombe 2 jours avant avec un appel d'air d'un camion qui me fait me casser la figure et j'ai pas pu prendre le départ de la course. Et après, je devais faire une Coupe du Monde en Chine. Tout a été remis à plus tard, décalé. La course d'après, c'était un triathlon, c'était censé être une qualification pour les mondes, ça s'est transformé en duathlon. Enfin, il y a rien qui a été. Enfin, en tout cas, ça m'a pas aidé. Et mais d'ailleurs, ouais, je sais pas, je pense que j'aimais tellement le triathlon que je me suis dit, vu que j'avais fait le choix, en fait, je pense en 2015 d'aller en STAPS et pas de faire des grandes études, parce que le truc aussi, c'est déjà, il faut choisir entre sport et études. Exactement. Donc c'est là aussi que ça peut être compliqué. Et moi, je m'étais donné, je pense qu'à l'époque, parce que là, je me souviens plus, mais je devais être en mode, on va tenter jusqu'à Tokyo et après Tokyo, on verra. Et du coup, vu que j'avais été pas forcément dans la filière dans laquelle j'aurais été sans le sport, je m'étais dit, bon, tu vas pas gâcher cet investissement pour rien, donc continue encore 2-3 ans, voir ce qui se passe. Et je crois que c'est en 2018 où ça a commencé à un peu remonter la pente. Mais je pense que si 2018 ça avait pas été, ça aurait peut-être été l'année de trop dans le noir. Et c'est ça justement, je voulais revenir avec toi, c'est une année de trop, mais quand on regarde chronologiquement ta carrière, tu as eu beaucoup de succès et surtout quand on est jeune, je crois qu'on a une certaine naïveté de ne pas savoir ce qui nous attend plus tard quand on sera en élite. Parce qu'en élite, c'est une compétition beaucoup plus intense avec des athlètes beaucoup plus internationalisés, on va dire. Mais surtout, il y a une côté rémunération qui est très importante parce que finalement, non mais c'est vrai, parce que tu dois vivre de ta passion, vivre de ton sport. Et à cette période-là, tu es moins convoqué en équipe de France, il faut le rappeler. Ah plus du tout. Bon, j'ai dit moins parce que il me semble que tu étais convoqué pour des petites, on va dire des petites sélections, des petits remplacements, des petites sélections. Mais comment tu l'as vécu cette non-sélection en équipe de France à partir de 2016? Ça a été pas facile parce que quand tu te sens exclu, c'est jamais agréable. En plus, moi, j'ai jamais été en pôle, en structure, donc c'était vraiment mon appartenance à l'équipe de France, c'était vraiment le jour J sur les compètes. Après, je sais qu'ils suivaient un petit peu ce qui se passe, mais je savais si t'es forte, tu seras prise. Mais c'est sûr quand tu dois courir, et t'as toujours en tout cas en France, je pense qu'on a toujours ce sentiment un peu que quand t'es en pôle, t'es privilégié, etc. Et moi, je savais que en plus je dis ce que je pense, etc. Donc ça peut pas forcément me mettre dans la sauce, mais en tout cas à niveau égal, la gentille et la chieuse, en gros, je vais pas forcément avoir les honneurs et être appelée la première. Donc ça n'a pas été. De toute façon, on en parlera sans doute après, mais c'est aussi pour ça que d'être partie au Luxembourg, c'était parce que je sentais pas qu'on avait plus envie que ça que je sois en équipe de France. Tu veux spolier la suite de l'interview, mais moi je voudrais aussi revenir parce que tu es issu d'une génération de filles, et même les garçons c'est pareil, très performantes. Ouais, c'est vrai. On a Cassandre Beaugrand, on a Léonie Perriot. Et bon, bien sûr, il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment tes premières concurrentes. Il y avait Audrey Merle aussi. Mais concrètement, est-ce qu'on peut reprocher à l'équipe de France de ne pas avoir fait le choix de Jeanne Leher ou éventuellement de se dire mais pourquoi ne pas avoir testé la Jeanne Leher? Pourquoi ne pas avoir testé sur des grandes compétitions? Parce que je me rappelle, tu fais quasiment aucune WTS. Ma première, ça a été 2021, l'année... On y reviendra, mais tu ne fais pas de compétition internationale, parce qu'on va revenir justement sur les WTS, etc. Mais tu fais aucune compétition internationale, donc aucune visibilité à l'échelle mondiale. Ouais, j'ai dû faire des Coupes d'Europe et Coupes du Monde de temps en temps, et encore, c'est vrai que j'en ai pas fait des masses, mais ouais, je pense qu'il y a des moments où ils m'ont pas laissé ma chance, et là, pour le coup, je le sentais vraiment en mode t'es pas au pôle... Parce que d'autres filles de mon niveau, que ce soit elles avaient accès aux courses, elles avaient accès à des partenaires que j'avais pas, genre l'armée. Moi, on m'a jamais proposé d'aller à l'armée, par exemple. Et tout ça, c'est des trucs. Ils disent non, mais on fait attention à toi. Et tu vois, ouais, mais elle va courir, elle a ci, elle a ça. Et moi, je suis là, j'attends. Je m'entraîne, mais j'aimerais bien avoir une petite récompense de temps en temps, quoi. Mais ouais, ça a été, c'était pas fun. Mais après, les générations, pour le coup, je pense que justement, quand on est une génération avec tout le monde qui s'investit, tout le monde, entre guillemets, veut battre l'autre pour se faire sa place. Et c'est comme ça qu'on finit tous ensemble. Je pense que des filles ou des garçons qui vont être tout seuls dans leur catégorie, au final, ils vont se battre contre eux-mêmes et ça peut avoir sa limite à un moment donné. Surtout quand t'es jeune, t'as moins de compétition internationale, donc t'es le meilleur chez toi, mais tu sais pas où sont les autres.
Et si tu crois être très bon et que tu te fais laminer sur la course d'après, bah, c'est aussi plus facile de lâcher l'affaire. Et moi, dans mon malheur d'avoir été avec beaucoup de filles fortes et d'être moins appelée en équipe nationale, bah, ça m'a peut-être aussi permis de rester concentrée et de me dire si elles y arrivent, alors qu'il y a 2 ans, je courais avec elles, pourquoi pas moi un jour, quoi. Je voudrais qu'on parle justement de cette partie armée. Bon, après, c'est une déception, etc. Mais moi, je remarque que dans le triathlon, tout le monde, enfin, les meilleurs s'engagent à l'armée. C'est quoi cette tendance justement de s'engager auprès de l'armée? Si tu peux faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je me suis renseigné et je me suis rendu compte que c'est fou parce que quand on est top mondial, pourquoi avoir besoin de s'engager à l'armée? Mais je pense qu'en fait, ils le font avant d'être top mondial. Genre, on prend des Dorian, Léo, Emma. Bergère, il faut Emma Lombardi, tout voilà. ça, ils sont à l'armée. Bon, Emma, vu qu'elle vient d'arriver, ça fait que depuis l'année dernière, je crois. Enfin, le temps passe vite, donc peut-être 2 ans, je sais plus. mais Léo Bergère et Dorian Coninx, ils y sont depuis 2015 peut-être, donc à peu près junior, début du 23. Et Dorian était champion du monde l'année dernière, donc évidemment, maintenant, j'imagine, parce que je ne connais pas son budget, mais j'imagine qu'il a des partenaires et assez de price money de course pour vivre. Mais c'est vrai que l'armée, ça te fait une sécurité. Enfin, moi, mon copain, il y est. Et par exemple, on a acheté un appartement. C'est grâce à lui. C'est pas moi, j'avais de l'argent. Mais les banques, par exemple, elles voient revenus comme ça, te disent non. Et donc, l'armée, tu as la sécurité financière, tu as la sécurité de ton statut de fonctionnaire. Et c'est pour ça, quand on te propose, je pense que tu le refuses pas, quoi. Et la sécurité, c'est tellement important, notamment dans le sport individuel. On en parle énormément, c'est comment on finance une saison. Et surtout, tu t'entraînes tellement que comment tu fais pour penser à tes partenaires, penser à rentrer de l'argent. C'est comme ça qu'il faut le dire. Rentrer de l'argent pour même pas se faire plaisir, mais pour subvenir à ses besoins, on va dire, primaires. Ah ouais. Non, c'est pas facile, surtout quand tu es dans les moments charnières où ça marche pas encore à fond et que tu te dis non, mais je veux continuer. Genre moi, on en parlera peut-être, mais j'ai changé de coach en 2020 et c'est un coach dans lequel j'investis financièrement. Et c'est vrai que quand il m'a validé en mode tu peux venir t'entraîner avec nous, j'ai appelé mes parents en mode ah trop bien et après j'ai un peu déchanté et j'ai commencé à pleurer en mode mais si j'ai pas de bons résultats, je vais pas pouvoir le payer, vous allez devoir m'aider, j'ai pas envie de compter sur vous, enfin j'ai pas envie d'être votre boulet au pied, donc ouais c'est vrai que c'est plein de questions. Enfin l'argent c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est le nerf de la guerre pour tout le monde, mais encore plus parce que j'ai pas d'argent, je peux pas me déplacer, Ça peut mettre fin à des carrières. Exactement. Donc grosso modo, tu peux mettre fin à ta carrière parce que tu peux pas aller sur des courses internationales et te déplacer, financer tes coachs, enfin ton coach pour le coup. Mais ça c'est très important. Moi je voudrais aussi revenir avec toi. On va parler un peu du triathlon parce qu'on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Tu es triathlète. Qu'est-ce que c'est ? Triathlon, donc 3 disciplines. Donc on commence par de la natation. Okay. Je te laisse suivre, voir si tu vas te tromper. Natation, j'ai déjà coulé. Non, mais t'inquiète pas. Natation, j'ai déjà coulé. Ensuite, on sort de l'eau, on prend le vélo et on trace pendant quelques kilomètres. C'est en fonction, bien évidemment, du courte distance, donc distance S, ou distance olympique, on va dire à peu près, ou les longues distances. Ouais, moi, je suis sur le court. Et on finit par de la course à pied, parce que ce que tu aimes, la course à pied. Vraiment, mais c'est pas trop compliqué de faire du triathlon. Mais non, en vrai, on a nos petits locaux de transition. C'est fait pour qu'on puisse passer d'un sport à l'autre. Après, c'est de l'entraînement. Hein. C'est sûr que le premier triathlon, il est jamais facile, le deuxième non plus. Bon, ceux que je fais maintenant, ils sont pas beaucoup plus faciles, cela dit, parce que tu vas toujours de plus en plus vite. Donc, c'est toujours aussi dur. Mais par contre, tu vas aller plus vite. Donc, normalement, tu vas finir plus tôt. Tu vas finir plus tôt, mais il y a beaucoup de concurrence. On s'y retrouve un petit peu. Il me semble que tu es sur des distances olympiques. Donc, tu es sur 1500 mètres. Ensuite, tu passes 1500 mètres, de natation. Donc, 1500 mètres dans l'eau. OK. Ouais. C'est dur, mais comment tu fais ? Je m'entraîne pour ça. Hein. Tu t'entraînes, mais… Ça fait 20 ans que je nage maintenant. Là, à la piscine, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Oh, vous nagez bien, vous irez au jeu cet été ?» Je dis « Bah ouais. » Donc, on a 1500 mètres distance olympique de natation. Ensuite, on sort 40 km à vélo. Mais en drafting, c'est
chouïa plus facile. Un chouïa plus facile? Ou parfois plus dur, parce qu'avec les relances, ça dépend. Et justement, le vélo, moi, c'est ce que je trouve le plus impressionnant. C'est vrai que j'aime bien la natation, mais en général, quand on regarde la télé, bon, on le voit pas trop, on vous reconnaît pas. Mais la partie vélo, c'est la partie, moi, que j'aime beaucoup, très passionnante. Parce que, explique-nous un peu comment ça fonctionne, surtout sur les grands prix de triathlon. Il y a ces fameux regroupements. Ouais, en plus en Grand Prix, on est plus au départ que sur les courses que j'ai l'habitude de faire internationales et du coup, plus de monde, donc ça frotte. Après, ça dépend si les groupes sont organisés ou non, il y a des échappées ou non, mais en général, moi je sais que je prends les Grands Prix comme des compétitions de travail en général et pour un peu tenter des choses ou te refaire confiance. Que là, la dernière que j'ai faite, j'avais pu revenir un peu à l'avant, prendre des relais, me mettre devant, gérer un peu la course. Enfin, comment on appelle ça? J'ai plus le mot, mais l'organiser, entre guillemets. Et c'est vrai que j'avais pris un peu cher pour le coup, que ce soit à Paris ou à d'autres courses où je traînais derrière. Mais il y a des courses où je le veux, je me mets derrière en mode c'est où j'ai envie d'être. Mais Paris, pour le coup, je n'ai fait que subir la course. Et c'est bien plus agréable quand c'est toi qui gères plutôt que tu es obligé de subir. Mais il faut aussi que tu parles des efforts, c'est pas les mêmes. Quand on est devant, donc du coup, il y a une histoire de vent, justement. Ouais, le drafting, quand tu es derrière, en fait, l'autre, il prend le vent pour toi, selon d'où arrive le vent. Donc, il fait plus d'efforts. Il fait plus d'efforts. Plus de watts dans les pédales. C'est ça, et toi, derrière, quand ça va vite, même derrière, tu souffres. Hein. Mais en général, l'idée, c'est là où c'est un sport individuel, mais avec un peu de collaboration quand même, parce que si t'es 4 devant, par exemple, s'il y en a une qui bosse et les 3 derrière, tu vas te faire rattraper par le groupe de derrière. Alors que si tout le monde collabore un peu, ça permet de créer des écarts. Et par exemple, une fille qui va moins bien courir, avec un peu de chance, elle se fera pas rattraper par les bonnes coureuses derrière qui parfois nagent un peu moins bien. Donc faut penser à soi, mais après, connaître ses adversaires te permet de... Moi, par exemple, je m'entraîne avec un groupe international, donc j'ai des amis un peu de partout et je connais leurs points forts, leurs points faibles. Et des fois, avant les courses, on dit « Ouais, j'espère qu'on va toutes les deux bien nager et comme ça, on sera toutes les deux ensemble à vélo et on pourra s'aider. » Donc, les collaborations, elles s'organisent avant la course. C'est pas pendant forcément. la course. Après, de toute façon, tu dois t'adapter à qui est avec toi, qui n'est oui, pas. c'est ça, ouais. Mais oui, quand tu connais les gens, à force de courir, en fait... il y a des courses où on sait, t'as un tel qui est là, qui nage bien, elles sont super fortes à vélo, tu dis, il faut que je sorte à moins de 5 secondes d'elles parce que sinon ma course, pas elle est pliée, mais en tout cas, il y a des chances qu'elles soient devant et que je les revoie jamais. Donc à force, tu connais tes adversaires et si t'es deux à avoir le même point faible et le même point fort, tu vas essayer l'union fait la force. Et donc toi, ton organisation justement pour finir, on verra, et tu finis avec des belles performances, parfois première, parfois deuxième, parfois première et parfois deuxième, parfois quatrième. Mais comment tu t'organises justement comment tu manages ta course collectivement pour pouvoir atteindre ta meilleure place? Comment tu la manages? En fait, je pense que je sais pas trop à l'avance parce que vraiment ça va, que ça soit en mer, en lac, déjà s'il y a des vagues, pas de vagues, t'en as une qui va être peut-être. Ça s'est vu moi 2 fois à Malibu, je suis vraiment loin dans l'eau et là il y a une vague, je suis très nulle pourtant en mer, en océan, j'aime pas trop ça, je préfère les lacs. Et 2 fois de suite j'ai pris une vague, c'est plus la vague qui m'a pris mais elle m'a emmenée première et je sors de l'eau devant, t'as tout le monde qui s'est fait savate par la vague derrière, je suis là mais qu'est-ce qui se passe, c'est cool. Je suis tout seul. C'est ça, et après là par exemple cette année à Malibu, après je force direct au vélo en me disant ça va peut-être faire des écarts. Donc, mais c'est pas du tout ce que je m'étais mis en tête avant la course, que je me disais, oh là, je vais être derrière, Donc, t'ajustes au fur et à mesure. Ouais, je vais avec le flow. Après, évidemment, c'est plus facile quand ça fait, je sais pas combien d'années que je fais du triathlon. Donc, j'ai un peu d'expérience, mine de rien. Donc, je sais je pense, j'ai toujours été assez forte, je pense, pour m'adapter. Mais c'est sûr que si tu sais pas t'adapter, le triathlon, c'est pas comme par exemple, je sais pas, la natation où tu es dans ta ligne, tu as ton scénario de course et tu essaies de le faire. Là, ça va tellement dépendre et des autres et de ce qui t'entoure, que ce soit la météo. Si tu as prévu une échappée et que tu as un vent à 40 km/h, tout seul, tu vas pas partir, parce que derrière, tu sais que tu vas courir bien plus lentement ou même à pied, s'il y a du vent, des fois, tu as mieux à aller un peu moins vite, te mettre dans les pieds de quelqu'un, te cacher un peu. Moi, j'ai l'avantage d'être petite, donc c'est facile. Et ensuite, par exemple, si tu as envie d'attaquer quand c'est vent de face, est-ce que c'est bien d'attaquer à ce moment-là? Parce que la personne va pouvoir se mettre derrière toi. Donc, c'est où tu attaques très fort et comme ça, les deux, on se prend le vent, ou tu attaques plus tard parce que sinon, elle va gagner un peu d'énergie derrière toi. Quand tu es dans l'effort, tu dois penser à
tous ces paramètres-là. Après, il y a 2-3 extraordinaire. trucs, ça vient instinctivement. C'est du pilotage automatique, on peut dire. Et tu fais juste ce que tu sais faire, mais parfois, après la course, tu te dis, ah, merde, j'aurais peut-être dû faire ci différemment, mais c'est rare de faire la course parfaite, de toute façon. Bon, ben ça tombe bien, on termine cette partie. On a des questions de fans de Jeanne Leher. Je vais te les poser maintenant, donc on passe à la partie questions-réponses. Une question de Joades Bonnard, je ne sais pas si tu le connais, apparemment il te connaît. Comment organises-tu ta saison financièrement? Un gros... Tu souffles. Alors, non, après, je dois dire, là, depuis 2 ans que je suis avec le Luxembourg, j'ai un soutien du comité olympique luxembourgeois qui m'enlève une bonne écharpe du pied, parce que franchement, sans eux, ça serait extrêmement galère, parce qu'ils me prennent en gros en charge tous mes déplacements internationaux. Après, j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres, donc c'est vrai que même si, en fait, j'ai un budget et donc je peux généralement rentrer toutes mes courses dedans, et même parfois, s'il me reste un peu, commencer à payer mon coach avec ça, donc j'avoue que c'est très très agréable. Et après, le reste, j'ai la Moselle aussi qui m'aide. Donc, en gros, je prends toutes les aides de mes partenaires, et ensuite, je prie pour faire des bonnes courses et avoir des prize money qui rentrent. Et ensuite, après taxe, impôt, tout ça, et toutes les dépenses, voir ce qui me reste à la fin de l'année. Mais après, je suis pas trop dépensière, donc c'est vrai que tu n'es pas très dépensière. Ça, je peux J'ai des chaussures qui datent de 2008. Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que tes principales postes de dépenses, ça reste les déplacements, les inscriptions aux courses internationales et ton entraîneur au final. Ah ouais, même là, je suis au Portugal depuis 3 mois. J'étais 4 fois au resto, à l'Indien, ça coûte pas cher, c'est bon. Pas de cinéma, mais là, c'est aussi parce qu'à Montegordo, il n'y en a pas. Genre, je vis un peu comme une moine. Mais je suis casanière, donc ça va. Bon, c'est bien. C'est cool alors, c'est cool. Une question de Denis Pipelier, de Point Triathlon. Combien d'heures passes-tu à l'entraînement chaque semaine? Alors, la semaine dernière, ça a été ridicule, vu qu'à Abu Dhabi, j'ai pas fait grand-chose. Mais là, j'ai fait depuis en gros janvier, on a monté progressivement, et ma moyenne de vraie semaine, c'était un petit 28, 27, 30, 28. Ouais, quand même, hein, d'entraînement. Ouais. Parce que le triathlon, c'est vrai qu'il faut travailler. C'est l'endurance. Je fais un aparté. Moi, j'ai déjà fait un stage avec vous, avec toi, les triathlètes. J'étais impressionné par la quantité d'entraînement que vous faites par jour. Et pourtant, j'en ai vu, j'ai fait du sport de haut niveau. C'est hallucinant. Les levées à, je crois que c'était 5h30. Ça, je fais plus, je me lève plus. D'accord, pour aller nager. Ensuite, on prend un petit déj, on enchaîne avec de la course, ou le vélo, ou on finit par la course. C'est interminable, et tous les jours. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de day off, pour le coup, déjà. De journée de repos pour les nos journées de repos, pour le coup, c'est avec du sport, mais nos journées sans sport, c'est très rare, ou c'est quand tu es dans l'avion. Mais en général, je double ou je triple par jour. Enfin, je triple en général, et quelquefois juste des journées de repos. Je double, et encore que je vais en muscu, même si je fais très léger, mais un peu de tout ce qui est proprioception et tout ça, plus pour être sûr d'éviter les blessures. Mais ouais, je pense qu'il n'y a que le dimanche que je fais que 2 entraînements. Est-ce que quand on est triathlète, 4 heures de vélo, on peut se permettre de stopper une semaine sans rien faire? Ça dépend à combien de temps de ton... déjà, ça dépend si c'est ta coupure. Parce que parfois, en fait, tu n'en as pas besoin en termes physiques, mais des fois, c'est ton cerveau qui dit, bon, là, c'est bon, tu m'as saoulé, ça fait 50 semaines que tu t'entraînes, tu vas me prendre 2 semaines minimum off. Mais je pense qu'en pleine saison, en soi, on a tellement de... Ça dépend à l'âge. Si tu t'arrêtes à 12 ans, une semaine, peut-être que tu n'as que, je sais pas, 1 an d'entraînement dans les pattes, ça va être un peu juste. Moi, là, je pense que si je ne m'entraîne pas une semaine, ça ne sera pas de mon bon vouloir. Ce sera parce que je suis blessée, parce que je suis malade ou autre. Ça va pas... Je ne vais pas remettre en question Paris parce que je suis malade une semaine. Par contre, si ça dure, si je peux vraiment rien faire, là, je vais commencer à stresser un peu. Mais le mieux, c'est d'arriver à gérer son entraînement pour ne pas avoir besoin de se stopper une semaine et plus prendre un petit jour de repos ou une journée où tu vas t'entraîner, mais tout va être vraiment, vraiment très facile. Ok. Une question de INXCRF. Bon, je ne sais pas comment ils choisissent leur pseudo. Pas son Est-ce que l'ambiance est bonne entre les athlètes avant
et après les courses? Très bonne Pas question. pendant, il demande. Oui, après, ça dépend des gens, hein. Après, moi, je suis très sociable et je m'entraîne avec mon groupe avec lequel je cours. Je commence à connaître un peu tout le monde. Et pour répondre à cette question, j'aurais pu prendre la photo que j'ai mis en story la veille de la course à la reco. On se faisait un câlin avec une de mes potes, grand sourire, je l'ai partagé. Il y a plein de gens qui ont réagi. Oh, c'est trop bien de voir les gens. Enfin, vous êtes vraiment potes avant la course, pendant à voir et après aussi là-bas. D'ailleurs, cette fille, c'est trop mignon parce que il y a 2-3 semaines, elle me dit j'ai rêvé 3 fois de suite que tu faisais 3e au jeu et on se faisait un gros câlin et on pleurait toutes les deux ensemble et j'étais vraiment trop contente pour toi. Tu dis du coup, j'ai dit j'espère que tu as fait une bonne course aussi dans ton rêve. Hein. Elle dit ça va, j'ai fait 12. J'étais contente. Et c'est qui cette personne? C'est Claire Michel. Voilà. C'est un peu la maman du groupe en plus, mais elle va arrêter, c'est sa dernière année. Donc là, je suis déjà nostalgique. À chaque fois, je regarde, je veux pas que t'arrêtes, reste avec nous. Et c'est superbe cette anecdote. Il y a une question, c'est en anglais, mais je vais te la traduire en français. C'est comment tu contrôles en fait le stress avant les courses? En général, je suis pas une fille trop stressée. En fait, ça dépend. Une semaine avant, 2 jours avant, la veille, ça va. Et quand ça se rapproche vraiment, je commence à avoir un peu mal au ventre. Et cette année, j'ai découvert le méga stress du poids du leader à Neom. Cette année, j'étais première au général avant la finale de la Super League, Super Trail maintenant. On en reparlera. Oh là là, c'était... Je pense qu'il y avait toute cette notion financière aussi, que c'est la première fois que je pouvais gagner ça. Mais je pense que j'étais en train de chercher un appart avec mon copain et je me dis, oh là là, mais si je gagne, je vais gagner ça. Alors que si je perds, je vais perdre tout ça. Alors ma fille, elle m'a dit, non, Jeanne, tu ne vas pas le perdre, tu vas juste gagner ça au lieu de ça. Et j'étais, oui, c'est vrai. Mais du coup, avant la course, j'étais à moitié en train de pleurer de stress, parce que moi, je pleure tout le temps. Quand je suis contente, quand je suis stressée, quand je suis triste. Mais ouais, je me suis dit, là, il va peut-être falloir que je commence à travailler sur ce stress, que jusqu'à maintenant, ça allait. Mais maintenant que tu commences à être un peu plus, moins outsider, même si j'aime bien cette petite place de outsider, maintenant, je pense que je vais stresser de plus en plus. Donc, il faut que j'apprenne à gérer mieux ça. Une question maintenant de Madeleine Guillaume, triathlète. Comment fais-tu pour rester motivé? Et ça, c'est une très bonne question. Parce que quand on commence à l'âge de 6 ans, et qu'on se retrouve à bientôt 28 ans au top, comment tu fais pour rester motivé après tout ce qui s'est passé dans ta carrière? Là, en ce moment, c'est facile parce qu'il y a Paris qui arrive. Je sors d'une bonne saison, donc évidemment, il y a des jours où j'ai un peu moins envie. Donc là, c'est là où tu es content d'avoir un groupe avec des horaires fixes et tu n'as pas le choix parce que j'avoue, quand je suis chez moi, je me dis je vais à 14h, à 15h, je ne suis pas partie. Après, c'est l'hiver, déjà, tu es motivé par le fait qu'il va faire nuit bientôt, donc il faut y aller. Mais je pense que le groupe m'aide beaucoup. Et après, ouais, hier, par exemple, quand tu es à Abu Dhabi, tu as des personnes qui sont allées faire des séances pour combler la course. Moi, je suis restée dans mon lit, je pleurais pas, mais j'étais vraiment dépitée et je suis allée faire du tourisme, quoi. Donc, il y a 2 façons de prendre les choses, mais ouais, en général, je pense quand même le fait d'avoir Paris cette année, ça aide. Le fait que j'aime la compétition et que moi, j'ai peut-être toujours su que ça allait le faire, pas forcément être championne olympique, mais en tout cas que j'avais mon épingle à tirer du jeu. Mon épingle à tirer du jeu, c'est ça l'expression? Allez, ça fonctionne. Ouais, parce que je suis en train de me dire, ma carte à tirer... Oh, je sais plus, bref. Mais ouais, je pense que peut-être que je dois me dire quand ça va pas que j'ai prouvé par le passé que je pouvais faire de belles choses. Donc, en fait, je pense que si j'arrêtais maintenant, je m'en voudrais dans quelques années, voire même quelques semaines. Donc, je préfère tout faire ce que je peux maintenant et on verra plus tard. Et d'ailleurs, en parlant de... Tu n'as pas couru à Abu Dhabi, on l'a déjà dit. Donc, à la fin, tu vas faire un peu de tourisme, mais quel plaisir sur les réseaux sociaux. Tu nous as fait des photos magnifiques. Ça, c'est mon nouvel téléphone, ouais. Mais ouais, non, j'ai essayé de le prendre un peu à la rigolade et je pense que... moi, je suis très sociable et j'aime bien les réseaux sociaux, montrer ma vie et tout, mes vlogs et compagnie. D'ailleurs, il va être génial ce qui arrive. mais ouais, je pense que ça me faire un peu de l'ironie comme ça me permettait d'évacuer et de voir les gens qui... Parce que tout le monde m'envoyait des trucs tristes et j'étais, vas-y, je suis déjà triste, j'ai envie de faire un peu rire les gens parce que sinon on va tous pleurer ensemble, ça va pas le faire. Mais j'insiste, vraiment,
regardez son C'est Instagram. pas tous les jours fun. Hein. Jeanne Leher, triathlète, c'est bien ça, hein, Jeanne Leher, Je crois, triathlète. ouais, sur Facebook, mais c'est Jeanne Leher. Jeanne Leher, ok. Ouais, Jeanne Leher, allez-y sur Instagram. Je vais les mettre à la une peut-être. C'est vraiment génial. Et dernière petite question de Thomas Sayer. On fait un coucou à Thomas. Et je ne savais pas, mais quel est ton niveau à Fortnite? Tu joues à Fortnite, toi? Ouais, depuis 3 semaines, là, c'est à cause de mon copain, il a téléchargé ça. Et moi, je suis très passionnée. Quand je commence un truc, genre j'ai des jeux, je les ai depuis 10 ans sur mon téléphone, plus personne n'y joue, mais moi, je suis committed. Et du coup, je me suis mis à Fortnite. Alors, je suis partie du Portugal avec un top 1, une couronne sur la tête. Mais je crois que ouais, j'ai monté, je sais plus, 60, un truc comme ça. Non, ou je m'emballe là, peut-être. Ah, j'y connais pas grand-chose, tu sais. Moi non plus. Hein. Ça fait 3 semaines, je suis une pro sniper et au fusil d'assaut. Bah, c'est déjà ça. Hein. En tout cas, tu as plein de qualités. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ces questions. On va basculer sur la Super League de triathlon, le Super Try. Super Try. J'ai vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont changé? Bah, il faut du changement, le renouveau, une nouvelle ère. Ah, je me demandais s'ils n'ont pas eu un problème de droit avec les Super League de foot. Non, ça je pense pas, mais je pense que c'est plus que vu qu'il y avait Super League qui existait déjà, peut-être pour le référencement, Super Try, au moins tu sais que c'est super et c'est du try. Moi, je voudrais qu'on parle de cette étape. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler l'étape, mais enfin, vraiment, c'est une Super League. Dans Super League, il y a Super. Ça a été fondé en 2017 par un ancien champion du monde d'Ironman, Chris McCormack. Et franchement, c'est génial. C'est l'équivalent de la NBA, c'est l'équivalent de la Super League, la Ligue des champions au football. C'est encore plus passionnant. Ouais, c'est passionnant. Et c'est ça que je voulais y revenir là-dessus. Comment tu fais pour participer à la Super League? Parce qu'il faut le rappeler, tout le monde ne participe pas, tous les triathlètes ne participent pas, n'ont pas l'accès à la Super League. Ouais, parce qu'en fait, on n'est que 20 au départ. Donc déjà, 55 sur une WTCS, parfois c'est chaud de rentrer sur cette liste, mais là, 20, c'est encore moins. Donc ouais, c'est assez sélectif. Et moi, il m'avait écrit en 2022, du coup, la première année où j'ai fait, suite à ma 8e place à la WTCS de Montréal, sur un format qui ressemble, avec des éliminations, des rounds, des compagnies. Donc, moi, je voulais participer à ces courses, parce que je me suis dit, c'est trop bien. Mais tout le monde veut participer à ces courses. Même moi, je voudrais participer à ces courses. Mais du coup, je me disais, ouais, non. Avec mon groupe, je pouvais avoir le contact, mais est-ce qu'ils allaient vouloir de moi? Donc, je m'étais dit, allez, je leur écrirai un jour. Et en fait, ils m'ont écrit avant. Ça a de moins à faire. Et du coup, au début, je m'étais dit, avec la qualif olympique, il faudrait que je fasse des Coupes du Monde. Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Et je m'étais dit en 2022, bon, je tente la Super League cette année. Et comme ça, au pire, l'année prochaine, 2023, je me concentre sur la qualif olympique. Et en fait, pas eu besoin, parce que la qualif olympique s'est bien passée et les Super League se sont bien passées. Donc, normalement, je devrais y retourner en 2023. Et puis, il faut qu'on rappelle, l'année dernière, c'était Neom, dans le désert, Malibu, pas mal, hein, les destinations. On a eu Toulouse. Et en fait, on finit par Londres, ici, me semble. Ah non, on a fini par Neom. C'était Londres, Toulouse, oui. Malibu, Neom. D'accord, merci beaucoup. Et ce qui est très intéressant, et je voudrais revenir dessus, c'est que tu bluffes tout le monde à la Super League l'année dernière. Il faut le dire, tu bluffes tout le monde par tes performances. Moi, la première d'ailleurs, accessoirement. Oui, mais tu bluffes parce que justement, tu parles un peu de ta personnalité où tu dis tout, tu ne gardes rien pour toi et ça ne te fait pas défaut finalement à l'échelle internationale. T'es de nature, t'es brute. Je ne sais pas, mais même si c'était le cas, en vrai, j'arriverais pas à le changer. Donc, j'espère pas. Et moi, je veux justement revenir sur Londres. Ouais. Tu nous fais une performance de dingue. Pourtant, ça a mal commencé. Hein. Franchement, ça s'est joué à ça. Et à ça aussi pas mal. Annie Emerson, qui est une commentatrice à la Super League, elle dit que tu es l'incarnation d'une force mentale. Et tu le dis clairement, c'est que tu n'as rien lâché. Ouais. C'est que tu partais perdante. Hein. Et puis, il faut aussi le dire, gagner une Super League, c'est réservé aux grands du triathlon. Je n'étais même pas sûre d'en gagner une dans ma vie. Hein. Franchement, l'an dernier, j'avais fait 4 au mieux à Munich. Et évidemment, tu as envie de faire mieux, mais tu te dis, ouais, mais mieux, c'est le podium, genre le podium. Donc, pas facile. Et donc, j'espérais, un peu timidement, je me disais, bon, podium, ça serait cool. En plus, à Toulouse, ça serait vraiment génial. Mais avant la course, je m'étais dit, honnêtement, top 10, mais ça, c'était plus en mode pour pas avoir trop de pression.
Et top 5, je serais vraiment contente. Et du coup, quand je pose le vélo, on est 5, je me dis, bon, ça c'est fait. Et je pense qu'en fait, j'ai débranché mon cerveau factuel qui peut parfois me jouer des tours. Et j'ai juste été. J'ai suivi. En fait, c'est mes jambes qui ont géré. Moi, j'ai juste suivi ce qu'elles faisaient et elles ont été fortes. Est-ce qu'on peut pas dire parfois que tu te sous-estimes? Ça, je me suis déjà posé la question. Je pense que je me sous-estime pas. Parce que je sais ce que je fais à l'entraînement, mais je surestime grandement les autres. Donc au final, ça revient au même. Mais je me sous-estime pas. Tu te sous-estimes énormément parce qu'il faut le rappeler. Aujourd'hui, tu es top 8 mondial quand même. Ouais. Mais je n'étais pas encore à Londres. Aujourd'hui, tu l'es en tout cas. Et ce qui est très important, c'est aussi de voir le revers de la médaille à Toulouse. Une semaine après en plus. Une semaine après, tu es en tête. Donc du coup, tu te dis, bon, je vais retirer. J'ai compris la recette. Ouais. Je connais la recette. Je pense que j'aurais fini 2 ce jour-là. J'aurais fini 2. Mais tu finis en pleurs, tu finis en larmes. Je finis même pas en fait, on m'arrête. Ouais, on t'arrête. Tu peux nous... Parce que sincèrement, moi j'avais vu la course en direct. Je revois la vidéo tous les jours parce que tu as toujours des gens qui la like 2 mois après. Elle est magnifique parce que tu pleures. Dans ma tête en plus quand je pleure, oh mon Dieu. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, non, même pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est une histoire de casque. Une histoire de ligne et de casque. Le casque n'était pas fermé au moment où tu franchis la ligne à vélo. C'est bien ça. Si, à un moment, je l'ai franchi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires aussi de gens qui disent mais what the fuck, c'est quoi cette règle nulle? Je suis d'accord, mais ils vont pas la changer malheureusement. Mais en fait, quand tu arrives, avant de prendre ton vélo, il faut que ton casque soit fermé. Donc je le ferme, je prends mon vélo et là ça s'ouvre. Donc j'avais dû mal fermer, j'imagine. Donc je le referme et ensuite je passe cette fameuse ligne et je m'en vais sur mon vélo. Et en fait, il aurait fallu que je retourne à mon rack et que je le referme, etc. Et en fait, bon, ça je le savais, mais je me suis dit je vais avoir une pénalité. Et une pénalité, c'est 5 secondes en Super League. Donc retourner là-bas, remettre mon truc, repartir, ça va me faire perdre 5 secondes. Parce que en World Triathlon, c'est une pénalité quand tu fais cette erreur. Sauf qu'en Super League, je n'avais pas dû bien écouter le briefing. C'est pas une c'est en anglais, c'est en anglais. Ouais, moi je crois que c'était Kenji qui me parlait à côté. Mais t'as pas de pénalité, mais t'es disqualifié. Et je crois qu'ils avaient insisté au briefing la veille, parce que c'est arrivé à quelqu'un, mais personne ne l'a trop vu, parce que c'était quelqu'un qui allait se faire laper quoi qu'il arrive. Mais du coup, disqualifié. Et en plus, je me suis dit, mais je vais être pour 2e, j'ai gagné ce médaille. Jamais ils vont me disqualifier, quoi. Et quand j'arrive, du coup, à la suite du 2e petit triathlon, parce que la fois là, c'était des triathlons à l'endroit, à l'envers, avec des pauses. Et j'arrive, donc j'avais gagné la 2e manche, après avoir fait 2e à la première. Et du coup, je vais pour remettre mes chaussures, repartir. Et là, tu as le juge qui est gentil, que j'aime bien en vrai. Il m'arrête et il me dit t'es disqualifié. Je fais quoi? Genre, tu me fais une petite blague là. Parce qu'il me dit t'avais pas fermé ton casque, du coup, tu vas. Enfin, je pensais qu'il allait me dire tu vas avoir une pénalité. Je fais disqualifié. Genre, tu peux répéter. Et là, après, il y a le manager de mon équipe qui est arrivé en mode non, t'inquiète, tu prends le départ, on va réussir à gérer ça. Et donc, il m'emmène au départ et après, il revient me voir et fait bon, Jeanne, en fait, t'es disqualifiée. Là, j'étais. Mais moi, je vous invite vraiment à tous à regarder. C'est un short en plus qui est disponible sur YouTube. Allez regarder Jeanne Leher, Super Try. Pleure. Cry. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que on voit le revers de la médaille. Comme tu dis, à une semaine d'intervalle. Est-ce que ça peut représenter en termes d'émotion le sport et à la niveau maison en plus. Et à la maison, c'est vrai que. Ma 3e, 4e, 5e maison de ma vie. C'est vrai, c'est à la maison parce que tu habites à Toulouse, il faut le rappeler. Ouais. Tu habites aujourd'hui à Toulouse. Même si tu es, comme on dit, les globetrotters, tu es une globetrotteuse du monde. Enfant du monde un peu. Ouais. Et 2021, je voudrais qu'on reparle un petit peu, on va avancer un petit peu. 2021, tu changes de club. Tu es Messine, Messine d'adoption. De naissance. De naissance, excuse-moi. Tu es Messine initialement de naissance. Tu as quitté Metz après 19 ans. Ça a été, je me souviens, parce que moi j'étais à tes côtés, ça a été très dur pour toi. Mais le côté très intéressant, c'est que tu es un peu comme le phénix, tu renais de tes cendres et tu rebascules justement avec un nouveau projet. Bien sûr, tu avais changé de coach déjà depuis 2020, c'est ça? Après le Covid. Ouais. Un an avant. Et aujourd'hui, mais cette transition-là, comment intérieurement, tu as la force intérieure pour te dire « je repars sur un nouveau projet et pour le bien de ma carrière ». Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, ce n'était pas mon choix de partir. Je me suis un peu fait mettre à la porte. Mais avec du recul, je suis très contente. J'ai eu beaucoup de changements ces dernières années. Le coach, le lieu géographique du coup, ensuite les fédérations.
et finalement le club. Et je pense que c'était tout pour le mieux. Après, ça a été aussi rendu plus facile le club parce que, premièrement, avec la Moselle, je leur en ai quand même parlé. Je leur ai dit, je vais sans doute devoir partir. Genre, est-ce que vous me soutenez? Vous allez toujours être avec moi, me soutenir? Et ils étaient, oui, oui, bien sûr. Donc déjà, ça m'avait un peu relâché. Et ensuite, j'avais été contactée par un autre club qui venait d'être promu. Et Les Sables d'Olonne. les Sables d'Olonne. Et du coup, ils m'ont direct proposé. Ils savaient pas tout ce qui se passait. Genre, ils savaient pas que j'allais peut-être quitter mon club. Ils ont vraiment fait enfin, pas du poker, mais ils ont tenté, quoi. Et ça tombait très bien pour moi, parce que je pense qu'ils auraient pas été là, ça aurait été un peu plus touchy. J'aurais trouvé un club, parce que j'en avais d'autres qui m'avaient contacté, parce qu'ils savaient que j'allais peut-être partir. Mais les Sables, ouais, c'était un renouveau avec eux. En fait, il y avait mon projet, mais eux, ils venaient d'arriver en D1, donc c'était aussi une nouvelle équipe pour écrire une nouvelle histoire, parce que comme on disait, ça faisait 19 ans avec Metz, et j'avais commencé en D3, D2, D1, 5e, 3e, peut-être 2e même. Enfin, bref, on avait vraiment fait toutes les étapes, et je me disais, avec les Sables, je vais pouvoir réécrire ça. Alors, pas la D3, D2, vu que j'arrive direct en D1, mais au moins, c'est pas un club qui est installé depuis longtemps. On peut écrire une partie de notre histoire ensemble, et ça, c'était un truc qui me plaisait bien. Et même là, cette année, ça va être un peu compliqué pour moi de faire des D1, puisque avec les JO, tout ça, c'est la saison, faut faire un peu attention, et le super travail qui arrive ensuite. Mais je me sens vraiment soutenue par eux, et c'est vrai que c'est des trucs quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là, un peu charnière en 2021. Très important. On passe justement 2019, une conversation familiale. On revient à chaque fois. Oui, on revient, mais je te donne un peu le fil. Une conversation familiale avec ton grand-père. Voilà, je pense que c'est autour d'un repas, d'un dîner. Et il t'apprend que dans la famille, vous avez du sang luxembourgeois. Ouais. 2019, c'est ça, non? Ouais, alors du coup, l'histoire est moins jolie dans le sens où mon grand-père était pas loin il nous a quittés en juillet-août 2021. Et non, 2019, oui, qu'est-ce que je raconte, 2019. Et du coup, il nous lâche ça avant de partir, quoi. Et donc, je me suis dit, intéressant. Et c'est vrai que mes frères, les deux, l'un après l'autre, pour X, Y raison, avaient commencé à faire un peu notre arbre généalogique, et ils étaient coincés à un endroit. Et en fait, ça s'est expliqué par le fait que cette personne qu'on n'arrivait pas à trouver venait du Luxembourg. Et donc, on a refait tout le tracé. Et donc, là, je me suis dit, Luxembourg, ça peut être intéressant, ça. Et donc, après ça, j'ai fait mon petit switch. J'ai récupéré et recouvert ma nationalité, parce qu'en fait, j'ai toujours eu, mais je ne le savais pas. Et via ma mère, etc. Et donc là, maintenant, mes frères, c'est en cours, je crois, parce qu'ils étaient moins pressés. Donc là, maintenant, on refait partir le sang neuf luxembourgeois dans nos veines. Et il faut revenir aussi à l'intérêt pour toi d'avoir été luxembourgeoise, ou au moins d'avoir eu du sang luxembourgeois, c'est que ça t'a permis de postuler auprès de la fédération, postuler. J'appelle ça du postulat. Oui, c'est vrai. Je leur ai demandé effectivement. Voilà, tu postules. Et c'est vrai que ton profil est excellent pour eux. Aujourd'hui, tu as une demande. Donc, quand on fait une demande, en général, c'est environ 3 années, c'est ça, 3 ans, pour l'obtenir, la demande de luxembourgeois Oui, luxembourgeoise. Non, en fait, moi, vu que j'avais tous les papiers, certificat de naissance, tout ça, d'ailleurs, c'est ma mère qui a dû gérer tout ça parce qu'elle a eu la nationalité avant moi. D'accord. Et ensuite, moi, j'ai juste montré le papier de ma mère, le fait que je sois sa fille. Et c'est en 3 mois, en fait. 3 mois? Ouais. Mais les jours pour jour. Pas moins, pas plus. Si, c'est peut-être une semaine de plus. Mais... Et là, tout s'éclaircit. Tu deviens luxembourgeoise 2022, donc on revient justement à notre chronologie. 2022, tu deviens officiellement une athlète luxembourgeoise. Ouais. Tu cours sous l'effigie justement du drapeau luxembourgeois. Et là, tu as accès aux courses internationales, tu as accès à une visibilité mondiale. Et c'est là où, on peut le dire, depuis 2022, tu as un chemin, une carrière, la carrière que tu souhaitais. Ouais, c'est vrai que en fait, en 2021, j'ai quand même eu, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin accès au WTCS avec l'équipe de France après X années. Le World Triathlon Series, donc c'est les compétitions mondiales. En gros, c'est le championnat du monde, ça se fait sur ces étapes, et c'est à l'issue de toutes ces étapes que tu as le championnat du monde. Et du coup, j'en ai quand même fait 3 avec la France, dont 2 bien, 1 vraiment nulle. Et donc, j'étais quand même contente d'avoir pu montrer que j'avais encore ma place en équipe de France. Mais c'est pas parce que j'ai eu accès à ces courses que j'avais envie de rester pour autant. Je dis, je pars quand même. Mais j'étais contente d'avoir validé ça pour
au cas où, même si en vrai j'en ai pas eu, mais au cas où il y aurait eu des mauvaises langues en mode tu pars parce que t'es pas assez forte pour la France. Au pire, je l'aurais montré cette année que non. Mais là, en plus d'avoir pu quand même valider, j'avais fait 15 essais sur WTCS sur mes premières courses, sachant que la première, je m'étais fait les côtes une semaine avant. Donc, je pense que c'était plutôt très, très bien. Et donc, j'étais quand même contente d'avoir validé ça avec eux. Et ensuite, je fais mon petit changement. Et là, c'est vrai qu'entre le changement de coach, le changement de club, le changement de fédé, on va dire que tous les trucs un peu problématiques autour de moi, je les ai enlevés. Et maintenant, ça suit. Ah. Et il me semble que c'était ça les 3 ans, c'est l'accord entre les fédérations Oui, c'est ça. qui peut durer 3 ans. C'est ça, quand tu fais un changement, en fait, tu es neutre pendant 3 ans. Mais si la fédé dans laquelle tu arrives est d'accord, mais généralement, ils sont contents de t'accueillir, donc oui. Et la fédé dont tu pars est OK. Donc là, ils n'ont pas posé de problème parce que c'est leur politique en France, vu qu'il y en a d'autres qui ont déjà changé d'autres fois. Et du coup, j'ai pu faire qu'un an neutre. Et donc, ma première course, c'était au Bermude en 2022, où j'ai fait 20e, je crois. Ok, d'accord. Donc, je vois très bien. Donc, aujourd'hui, ça t'a ouvert les portes donc, depuis 2022. Et puis, tu es notre athlète, tu es une athlète maintenant identifiée comme qui va participer au JO 2024. Ouais, alors ce sera officiel fin mai, parce qu'en gros, notre période olympique se finit fin mai. Et après, il faut donner au COSEL ou au comité olympique de ton pays le nom des athlètes que la Fédé pense envoyer. Et donc, ça sera validé en juin. Mais c'est vrai que nous, en triathlon, c'est un ranking olympique. Il faut être dans les 55, je suis 8e. Donc, j'ai déjà mes 12 courses, parce que c'est un nombre de courses qui te rapporte des points. Donc là, je peux que améliorer, pas forcément ma place, parce que des filles derrière peuvent me passer, mais je peux que améliorer mon total de points pour garder ou faire mieux. Mais c'est pas que j'ai pas besoin, mais j'ai jamais 12 courses. Tu as moins de stress, il faut le dire aussi. Ah oui, tu as beaucoup moins de stress. C'est pour cette raison pour que… les jeux et aussi même pour les autres courses, j'avais accès aux courses beaucoup plus facilement avec le Luxembourg. Et je pense que cette sérénité, ça a fait la différence clairement, quoi. On a quand même l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Jeanne Leher, 4 ans en arrière, qui reste finalement française, qui n'a plus accès aux courses internationales, tu ne serais pas top 8. Ah bah clairement pas. Et surtout, tu ne serais même pas aux Jeux Olympiques. Mais j'aurais même pas été dans le système pour essayer de me qualifier. Parce que par exemple, chez les Français, bon après c'est très select, hein, mais chez les Français, pour aller au test event, en gros pour te qualifier au jeu, il fallait faire X résultats au test event et à la grande finale, mais pour aller à ces 2 courses, il fallait faire un top 5 sur WTCS. Alors je l'ai fait, même si on s'en fiche, mais je l'ai fait à Cagliari. Mais en fait, il n'y a aucune Française, à part les 3 présélectionnées, on va dire, qui n'ont accès à ces courses. Donc, j'aurais même pas été à la course qui m'aurait permis d'aller à la course, qui m'aurait permis d'aller au jeu. Donc, j'avais pas de regrets, mais j'en ai toujours pas. La question est claire, c'est, je ne vais pas dire est-ce que tu en veux, parce que ce serait des mots forts, mais est-ce que tu as ce sentiment d'amertume de ne pas avoir accompli ta tâche avec l'équipe de France avec qui tu as débuté ? Bah, en vrai, pas, non. Bah, évidemment, à l'époque, j'aurais aimé un peu plus, j'ai plus le terme, mais qu'on fasse attention à moi. C'était pas le terme que je voulais utiliser, mais ouais, qui voit. Enfin, je trouve qu'ils ont, au niveau du soutien, et je pense qu'on pouvait voir que j'avais des capacités, et ils m'ont vite. Après, c'est parce qu'ils ont beaucoup de gens aussi. On peut pas leur jeter la pierre. Hein. C'est vrai. Les 3 filles qui vont sans doute aller au jeu, elles font toutes des podiums. Moi, j'en ai encore jamais fait pour l'instant sur WTCS. J'espère que ça va arriver. Mais ouais, je pense qu'ils auraient pu être un peu plus inclusifs, on va dire. En tout cas, ratisser plus large. Mais bon, après, là, franchement, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Et après, évidemment, ça me ferait sourire de battre toutes les Françaises, les Franco-Françaises à Paris. Et d'ailleurs, Claire m'a dit dans son rêve que c'était arrivé. Top 3. Mais ça serait… Ouais, non, on s'entend toujours bien. J'ai toujours de très bonnes relations avec les coachs que j'ai encore vus à Abu Dhabi. Ils sont contents pour moi. Alors, est-ce que eux, dans leur petit papier, ils en parlent en mode « Ah merde, on aurait peut-être dû la garder ». Mais si demain, ils me disent « Jeanne, tu veux revenir ?» Non. On s'aime bien, mais chacun reste de nos côtés, quoi. Après, ça fait partie aussi d'une carrière, on avance. Je ne dis pas qu'on ne recule pas, mais on avance. Et puis, finalement, ça faisait peut-être partie de ton parcours. Ouais. Voilà, de changer de club, de changer de nationalité, de changer énormément de choses, au final, de ville. Enfin, il y a énormément de choses, mais j'ai l'impression que tu le vis bien, quoi. Ouais, bah, tout s'est fait vraiment calmement. Pas de problème. Au contraire, les problèmes s'enlevaient à mesure que je changeais des choses.
Donc, ouais, non, là, ça fait 2-3 ans, là, 2 ans, je pense que je suis vraiment de plus en plus épanouie. Et donc, ça se retranscrit sans doute dans mes résultats. Après, les résultats aident forcément, mais que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro, tout va bien. Je suis vraiment reconnaissante de la vie et des gens qui m'aident parce que je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Et ouais, je suis heureuse, quoi. Eh ben, on est très content pour toi. On passe au tac au tac. C'est la petite partie où tu dois répondre en 1 minute à toutes les questions que je te pose. D'accord. Une J'allais dire 1 minute par question, ça va. T'es prête? Attends, faut que je réponde avec des mots ou des phrases? Ce que tu veux. D'accord. Bon, t'es très bavarde, hein, donc ça va être dur. Il va y avoir 2 questions. 3, 2. Selon toi, qu'est-ce qui te distingue des autres athlètes dans ta discipline? La force mentale. On va prendre ce qu'Amy a dit. Un cauchemar dont tu te souviens toujours? Quand j'étais petite, je le fais plus trop, mais c'était que je pouvais pas marcher sur les sols. Du coup, je devais sauter de meuble en meuble dans ma maison et dans mon jardin. À quelle époque tu aurais aimé vivre? À peu près la note, mais peut-être 5-10 ans avant pour tout ce qui est réchauffement climatique. C'est pas trop voir ça. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh, dur ça. Peut-être un truc pas exactement comme ça, mais fais-toi confiance et pense pas trop. Fais les choses pour toi. La partie la plus difficile de ton métier? Le mal de jambe. Je sais pas, elle retourne à l'entraînement quand t'as les muscles morts. Ta musique préférée? Ah, ça c'est impossible, j'en ai trop, je peux pas répondre à ça. Et dernière, ton objectif au JO, boum, c'est terminé. Je ne saurai donc jamais. Non, mais très franchement, on va terminer là-dessus. Les JO, quel serait ton objectif? Allez, concrètement. J'aimerais créer la surprise, faire comme à Londres, ça serait bien. Mais non, après, réalistiquement, je pense que, vu la saison que j'ai faite, je peux faire un top 8. J'espère faire ce top 8. Après, le triathlon, comme on dit, il faut s'adapter à tout ce qui peut arriver. Ça se trouve, je vais faire 12, 14, 15, être contente. Ça se trouve, je vais faire 5 et être trop deg, puisque j'aurais mal fait à X moments. Mais oui, après, si on prend juste en termes de place, bon, déjà, top 12, je serais satisfaite. Hein, mais top 8, ça serait extra. Et ça serait en plus la meilleure perf luxembourgeoise sur les Jeux Olympiques. Eh ben, on a hâte de voir ça. Franchement, tu peux nous rappeler la date de ta 31 course? juillet, 8h du matin. 8h du matin. Et l'avantage du triathlon, c'est que c'est gratuit. Et c'est gratuit, donc vous pouvez venir sur les bords de la Seine. On peut venir te voir. J'espère vraiment que cette saison sera pleine de belles choses pour toi, parce que tu le mérites. Et si tu as un dernier mot, je te laisse le mot de la fin, parce que j'ai beaucoup parlé. Moi aussi, j'ai beaucoup parlé. Un mot de la fin, mais... Ce que tu veux. Ce que je veux. La caméra. Je vous conseille de enlever tous les trucs négatifs de votre vie, parce que si vous prenez mon exemple, après, tout va aller bien. Et n'ayez pas peur de faire des choix Parce que comme on dit, on sait d'où on vient, on sait pas où on va, mais parfois, des changements, ça peut que faire du bien. Alors, merci beaucoup à toi. Bon début de saison et rendez-vous aux Jeux Olympiques. Génial. T'assures. Merci à tous. Clap de fin.